Bonsoir, ici La Nuit raconte. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne en laissant un like et en s'abonnant. Profitez bien de l'histoire d'aujourd'hui. Journal de bord, agent temporel Gabriel Mercier. Journal de bord, entrée numéro 47. Je ne sais plus vraiment quel jour nous sommes. Le temps, voyez-vous, devient une notion floue quand on le traverse comme on traverse une rue. Je m'appelle Gabriel Mercier. J'ai 43 ans, ou peut-être 45, ou peut être des milliers d'années si l'on compte autrement. Je suis agent temporel depuis 12 ans maintenant. 12 années subjectives, celles que mon corps a vécues. En temps linéaire, mes missions m'ont conduit à travers presque 2 siècles d'histoire humaine. Ce soir, alors que j'écris ces lignes dans mon appartement de Lyon, je ressens le besoin de consigner tout ce qui s'est passé. La mission Octobre Rouge. C'est ainsi que nous l'avions baptisée. Une mission qui devait durer 72 heures, et qui a bouleversé ma compréhension de l'univers, du temps et de ma propre existence. Avant de commencer ce récit, je dois vous présenter mon équipe. 4 personnes. 4 destins liés par une technologie que l'humanité ne devrait peut-être pas posséder. Elena Vasquez était notre commandante. Une femme de 52 ans, ancienne colonelle de l'armée espagnole avant d'être recrutée par l'agence. Elle portait ses cheveux gris coupés courts, militairement. Ses yeux noirs ne oscillaient jamais quand elle prenait une décision difficile. C'était sa force et sa faiblesse. Elena avait perdu son fils lors d'une mission qui avait mal tourné, 3 ans avant Octobre Rouge. Un paradoxe temporel l'avait effacée de l'existence, littéralement. Elle s'en souvenait, mais les archives, les photos, les témoignages, tout avait disparu. Elle était la seule à porter ce deuil impossible. Cette douleur l'avait rendue inflexible, parfois cruelle dans ses choix tactiques. Mais elle nous protégeait. Toujours. Jusqu'au bout. Marcus Chen était notre physicien. 38 ans, d'origine sino-américaine, un génie des théories quantiques. Il bégayait légèrement quand il était nerveux, c'est-à-dire presque tout le temps. Ses mains tremblaient souvent, et il avait cette habitude de nettoyer ses lunettes rondes toutes les 5 minutes. Marcus était le cerveau technique de l'équipe. C'est lui qui calibrait le stabilisateur chronologique avant chaque saut. C'est lui qui calculait les fenêtres temporelles. Sans lui, nous aurions été perdus dans le flux du temps comme des feuilles dans un torrent. Sa faiblesse résidait dans son incapacité à prendre des décisions morales. Il voyait le monde en équation. Les émotions humaines lui semblaient des variables imprévisibles, dérangeantes. Au fil de la mission, j'ai vu quelque chose changer en lui, une humanité qu'il avait longtemps refoulée. Sophie Durand complétait notre équipe, 29 ans, historienne spécialisée dans la guerre froide. C'était notre caméléon, notre experte en infiltration sociale. Sophie possédait un don rare, celui de se fondre dans n'importe quelle époque, n'importe quelle culture. Elle parlait 6 langues couramment et pouvait imiter une 12aine d'accents différents. Sa mémoire photographique lui permettait de retenir des cartes, des documents, des visages en quelques secondes. Elle était aussi profondément empathique, ce qui la rendait vulnérable. Chaque vie perdue, chaque souffrance témoin la marquait. Elle accumulait les cicatrices invisibles. Sophie et moi avions développé une relation particulière au fil des missions. Pas de l'amour, pas exactement. Plutôt une compréhension mutuelle, celle de 2 âmes fatiguées de porter le poids des siècles. Et puis il y avait moi, Gabriel Mercier. Le vétéran. 12 ans de service, plus de 40 missions au compteur. Mon rôle était multiple, coordinateur tactique, négociateur, et surtout, celui qui prenait les décisions impossibles quand Elena n'était pas en mesure de le faire. J'avais vu trop de choses. Des civilisations naître et mourir. Des guerres commencer pour des raisons absurdes. Des actes d'héroïsme oubliés par l'histoire. Tout cela m'avait rendu, comment dire, détaché. Je regardais le monde avec les yeux d'un fantôme. Présent mais pas vraiment là. Conscient que chaque instant pouvait être réécrit, que chaque certitude était fragile. C'était ma force dans les situations de crise. Mon détachement me permettait d'analyser froidement. Mais c'était aussi ma plus grande faiblesse. J'avais oublié comment vivre l'instant présent, comment aimer sans penser aux conséquences temporelles. La mission Octobre Rouge nous fut assignée un mardi de novembre 2167. Je me souviens de la lumière froide du briefing, des hologrammes projetant des données sur les murs de la salle de commandement. Le directeur Hartmann, un homme que je n'avais jamais vu sourire, nous expliqua la situation avec sa concision habituelle. Une anomalie temporelle majeure avait été détectée. Quelqu'un ou quelque chose avait modifié les événements du 27 octobre 1962. Cette date ne vous dit peut-être rien. Mais pour les historiens,
Pour ceux qui connaissent les pivots de l'histoire humaine, c'est le jour où l'humanité a failli disparaître. La crise des missiles de Cuba, le moment où les États-Unis et l'Union soviétique se sont retrouvés au bord de la guerre nucléaire. Dans notre ligne temporelle originelle, un sous-marin soviétique B-59, traqué par la marine américaine, avait failli lancer une torpille nucléaire. Seul le refus de l'officier Vassili Arkhipov avait empêché le tir. Un homme. Une décision. Et l'humanité avait survécu. Mais l'anomalie détectée suggérait que quelqu'un avait modifié ce moment. Dans cette nouvelle réalité, Arkhipov n'avait jamais dit non. La torpille avait été lancée. Et tout ce qui s'ensuivait, l'escalade nucléaire, les représailles, la destruction, tout cela se propageait lentement vers notre présent comme une onde de choc à travers le temps. Marcus nous expliqua le phénomène avec ses mots de physicien. Le temps, voyez-vous, n'est pas une rivière qui coule dans un seul sens. C'est plutôt un océan, avec des courants, des vagues, des profondeurs insondables. Quand on modifie un événement majeur, les conséquences ne se manifestent pas instantanément. Elles se propagent, comme des rides à la surface de l'eau. Plus l'événement modifié est important, plus les rides sont puissantes, mais plus elles mettent de temps à atteindre les rivages lointains. C'est ce qu'on appelle l'effet de retard causal. Un concept contre-intuitif qui découle de la mécanique quantique. Au niveau subatomique, les particules peuvent exister dans plusieurs états simultanément, c'est le principe de superposition. De la même manière, quand une ligne temporelle est modifiée, l'ancienne et la nouvelle coexistent brièvement. L'observateur, en l'occurrence nous, continue d'exister dans la version originelle jusqu'à ce que l'onde de changement nous atteigne. Nous avions environ 72 heures avant que la nouvelle réalité ne nous rattrape. 72 heures pour retourner en octobre 1962, identifier ce qui avait été changé et restaurer le cours originel de l'histoire. La préparation fut intense. Sophie passa des heures à réviser les archives de l'époque, les protocoles militaires soviétiques, les codes vestimentaires, les expressions idiomatiques. Elena étudia les plans du sous-marin B-59, mémorisa les positions de chaque officier à bord. Marcus calibra notre équipement temporel avec une précision obsessionnelle. Et moi je relus encore et encore le dossier de Vassili Arkhipov, l'homme dont la décision avait sauvé le monde. Arkhipov avait 40 ans en octobre 1962. C'était un officier expérimenté, respecté par ses pairs. Quelques mois plus tôt, il avait survécu à un accident nucléaire à bord d'un autre sous-marin, le K-19. Cette expérience l'avait profondément marqué. Il connaissait, mieux que quiconque, les horreurs de la radiation, les souffrances des hommes exposés. C'est peut-être ce qui lui avait donné la force de dire non. Ce jour-là, quand ses deux collègues voulaient lancer la torpille, je me demandais ce qui avait changé. Qui avait pu modifier cette décision? Et pourquoi? Le saut temporel s'effectua à 3 heures du matin, heure de Lyon. Nous nous rassemblâmes dans la chambre de transit, une pièce circulaire au mur tapissée de circuits quantiques. Au centre, le portail temporel pulsait doucement, une sphère de lumière bleue qui semblait respirer. Marcus effectua les dernières vérifications. Ses mains tremblaient plus que d'habitude. Sophie ajustait sa robe des années 60, un modèle soviétique austère qui lui donnait l'air d'une fonctionnaire du parti. Elena vérifiait son arme dissimulée, un paralyseur déguisé en étui à cigarette. Et moi je regardais le portail en pensant à tous les voyages précédents, à toutes les fois où j'avais traversé cette lumière bleue pour me retrouver dans un autre temps, une autre vie. Le voyage temporel n'est pas ce que la fiction imaginait. Ce n'est pas un tunnel de lumière, pas une sensation de vitesse. C'est plutôt comme se dissoudre. Chaque atome de votre corps se désassemble, voyage à travers ce que Marcus appelle l'interstice quantique, et se réassemble de l'autre côté. Pendant un bref instant, vous cessez d'exister en tant qu'entité cohérente. Vous devenez une probabilité, une onde de possibilités traversant le tissu même de la réalité. Cette sensation est indescriptible. Certains agents la comparent à une mort temporaire. D'autres parlent d'une expansion de la conscience. Pour ma part, je ressens toujours une forme de terreur pure pendant ces quelques nanosecondes. La terreur de ne pas me réassembler, de rester coincé entre les mondes, entre les époques. Mais cette fois encore, le voyage se passa sans incident. Je sentis le froid d'abord, un froid humide qui s'insinuait sous mes vêtements. La dure, puis l'odeur, sel marin, diesel, sueur humaine confinée. Le bruit ensuite, le ronronnement sourd des moteurs, le grincement du métal sous pression.
Nous étions à l'intérieur du sous-marin B-59. Les yeux de Sophie s'élargirent. Nous allions étudier les plans, mais être physiquement présent dans cet espace confiné était autre chose. Le couloir dans lequel nous avions émergé était étroit, à peine assez large pour 2 personnes. Les parois suintaient de condensation. L'air était vicié, presque irrespirable. Je compris immédiatement ce que les archives décrivaient, le système de climatisation défaillant, la température qui dépassait 40 degrés dans certaines sections. Helena prit immédiatement le commandement. Sa voix était basse, à peine un murmure. Nous étions supposés être dans une section de stockage, à l'écart des zones de passage. Mais dans un sous-marin de cette taille, l'intimité n'existait pas. Marcus sortit son détecteur d'anomalies, un appareil de la taille d'une montre-gousset, camouflé en boussole ancienne. L'écran minuscule affichait des données en langage codé. Il fronça les sourcils, ajusta ses lunettes. Il y avait quelque chose d'étrange, dit-il. Les lectures temporelles montraient une perturbation localisée, mais pas à l'endroit prévu. Nous nous attendions à trouver l'anomalie près du poste de commandement, là où la décision de lancer la torpille serait prise. Mais les signaux indiquaient quelque chose dans la salle des torpilles elle-même. Sophie consulta sa montre. Nous étions le 27 octobre 1962, 11 heures du matin, heure locale. La confrontation critique aurait lieu dans quelques heures, quand le sous-marin remonterait pour fuir les grenades de profondeur américaines. Nous avions du temps, mais pas énormément. Helena décida de diviser l'équipe. Elle et Sophie iraient vers le poste de commandement pour observer les officiers et identifier tout comportement anormal. Marcus et moi nous dirigerions vers la salle des torpilles pour investiguer la source de l'anomalie. Naviguer dans un sous-marin soviétique des années 60 en évitant d'être repéré relevait de l'exploit. Heureusement, Sophie nous avait préparés. Nos uniformes étaient des répliques parfaites des tenues de mécaniciens de la marine soviétique. Nos papiers d'identité, fabriqués par l'agence avec une précision atomique, résisteraient à tout examen. Nous avions même des capsules linguistiques, de minuscules implants temporaires qui nous permettaient de parler russe avec l'accent de Mourmansk. Je suivis Marcus à travers les coursives. Nous croisions des marins épuisés, le regard vide, la peau luisante de sueur. La tension était palpable. Ces hommes savaient qu'ils étaient traqués. Ils entendaient les explosions sourdes des grenades de profondeur américaines au-dessus d'eux. Ils ignoraient s'ils allaient vivre ou mourir. Un jeune matelot nous arrêta près de la salle des torpilles. Son visage était celui d'un enfant. Il ne devait pas avoir plus de 19 ans. Il nous demanda où nous allions. Sa voix tremblait légèrement. Marcus répondit avec une assurance que je ne lui connaissais pas. Nous étions envoyés pour une vérification de routine des mécanismes de mise à feu. Le matelot haussa la tête et nous laissa passer. La salle des torpilles était un espace oppressant. 6 tubes de lancement alignés, chacun contenant une arme capable de détruire un navire. Et au centre, la torpille spéciale, celle qui portait une ogive nucléaire. Je n'avais jamais vu d'arme nucléaire de près. Les archives décrivaient les spécifications techniques, la puissance équivalente à 10 kilotonnes de TNT, mais être devant cet objet de mort était différent. C'était un cylindre de métal banal, presque décevant dans sa simplicité. Et pourtant, cette chose contenait assez de puissance pour vaporiser une flotte entière. Marcus activa discrètement son détecteur. Les lectures s'affolèrent immédiatement. L'anomalie était ici, concentrée autour de la torpille elle-même. Quelqu'un avait modifié quelque chose sur l'arme. Je m'approchai, examinant les composants visibles. C'est alors que je remarquai une irrégularité. Un petit boîtier métallique, à peine visible, fixé près du mécanisme de détonation. Ce n'était pas une technologie des années 60. C'était quelque chose d'autre. Marcus pâlit en reconnaissant l'objet. Un accélérateur de décomposition quantique. Une technologie de notre époque. Ou plutôt, d'une époque encore plus avancée que la nôtre. Cet appareil était conçu pour modifier le comportement des particules subatomiques dans un rayon limité. En l'occurrence, il rendrait la torpille nucléaire beaucoup plus instable, plus susceptible de détonner au moindre choc. Quelqu'un voulait s'assurer que l'arme exploserait. Pas seulement qu'elle serait lancée, mais qu'elle détruirait tout sur son passage. Je réalisai alors l'ampleur de ce que nous affrontions. Ce n'était pas simplement quelqu'un qui avait convaincu Arkhipov de ne pas s'opposer au lancement. C'était une manipulation beaucoup plus sophistiquée. Une modification de l'arme elle-même pour garantir la catastrophe. Marcus voulut retirer le dispositif immédiatement. Je l'arrêtai. Si nous le faisions sans comprendre l'ensemble du plan, nous pourrions déclencher d'autres conséquences imprévues. La théorie du chaos.
Celle que le mathématicien Edward Lorenz avait formulée dans les années 60 s'appliquait particulièrement au voyage temporel. Un petit changement pouvait entraîner des effets disproportionnés. Un papillon battant des ailes au Brésil pouvait provoquer une tornade au Texas. De la même manière, retirer ce dispositif sans précaution pouvait créer un nouveau paradoxe. Nous devions d'abord comprendre qui avait fait cela. Et pourquoi. Je contactais Elena par notre système de communication subvocale, des implants qui transmettaient les vibrations de nos cordes vocales à travers un canal quantique sécurisé. Sa réponse fut immédiate. Elle et Sophie avaient également découvert quelque chose d'étrange. Un officier qui ne correspondait pas aux archives historiques. Un homme que personne ne reconnaissait vraiment, mais que tout le monde semblait accepter comme s'il avait toujours été là. Nous nous retrouvâmes dans une coursive déserte, près du local technique. Sophie nous décrivit l'homme. Grand, mince, la quarantaine, des yeux d'un bleu presque transparent. Il portait l'uniforme d'un commissaire politique, un représentant du parti à bord du sous-marin. Mais selon les archives de Sophie, le commissaire politique du B-59 était un homme corpuleux nommé Maslenikov. Pas ce spectre aux yeux pâles. Elena avait observé ses interactions avec les officiers. Il parlait peu, mais chaque fois qu'il ouvrait la bouche, les hommes autour de lui semblaient se figer, comme hypnotisés. C'était subtil, presque imperceptible, mais avec son expérience, Elena avait reconnu les signes. Une forme de manipulation mentale. Marcus émit une hypothèse. Les agents temporels de certaines factions dissidentes utilisaient des technologies de conditionnement neurologique. Des implants qui émettaient des fréquences spécifiques, capables d'influencer le système limbique des sujets proches. Rien d'aussi grossier que le contrôle mental des vieilles fictions. Plutôt une suggestion subtile, une amplification des émotions existantes, une diminution de la volonté critique. Si cet homme utilisait une telle technologie sur l'équipage du B-59, il pouvait orienter leurs décisions sans qu'ils en aient conscience. Il pouvait faire en sorte qu'Arkhipov, l'homme qui avait dit non, change d'avis au moment crucial. Nous avions identifié deux problèmes. Le dispositif sur la torpille et l'infiltré aux yeux bleus. Résoudre l'un sans l'autre ne suffirait pas. Elena prit la décision de confronter l'homme directement. C'était risqué. Nous ne savions pas de quelle époque il venait, quelle technologie il possédait, quels alliés il avait. Mais le temps pressait. Les grenades de profondeur américaines se rapprochaient. Bientôt, le commandant Savitsky donnerait l'ordre de remonter, et la décision fatidique serait prise. Je fus désigné pour l'approcher. Mon expérience des négociations, ma capacité à rester calme face à l'inconnu, c'étaient mes atouts. Sophie m'accompagnerait pour observer et intervenir si nécessaire. Elena et Marcus retourneraient à la salle des torpilles pour préparer la neutralisation du dispositif, en attendant mon signal. Je le trouvai dans le carré des officiers, seul, regardant fixement une tasse de thé froid. Il leva les yeux à mon approche, et je vis dans ses yeux quelque chose que je reconnus. La fatigue des voyageurs temporels. Cette usure particulière que nous portons tous, celle de ceux qui ont vu trop d'époques, trop de réalités. Il sourit. Un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Il dit mon nom. Gabriel Mercier, agent temporel de la faction centrale. Diffusion préservation centrale. Il connaissait tout de moi. Je m'assis en face de lui. Sophie resta debout, près de la porte, jouant son rôle de simple matelot de passage. L'homme s'appelait Victor, ou du moins c'était le nom qu'il utilisait. Il venait de 2018, plus d'un siècle après mon époque, et ce qu'il me raconta changea ma compréhension de notre mission. Dans son futur, dit-il, la faction centrale n'existait plus. Il venait, Jouze, et Sèvres. L'agence temporelle avait été détruite lors d'une guerre civile entre factions rivales. Une guerre qui avait commencé à cause d'un paradoxe mal géré, précisément celui que nous essayons de résoudre maintenant. Selon Victor, si nous empêchions la catastrophe nucléaire de 1962, nous créerions les conditions de cette guerre future. La survie de l'humanité dans les années 60 permettrait un développement technologique qui, des siècles plus tard, mènerait à la création des factions temporelles. Et ces factions finiraient par s'entre-déchirer, causant des dommages bien pires qu'une guerre nucléaire localisée. C'était l'argument classique du moindre mal. Une destruction limitée maintenant pour éviter une destruction totale plus tard. Un calcul froid, mathématique, le type de raisonnement que Marcus aurait compris.
mais je voyais les failles dans son discours. D'abord, les paradoxes temporels ne fonctionnent pas de manière aussi linéaire. Le principe d'incertitude de Heisenberg, appliqué au temps, signifie que l'observation même d'un événement modifie ses probabilités futures. En venant du futur, pour causer cette catastrophe, Victor avait déjà altéré la ligne temporelle qu'il prétendait protéger. C'est ce que nous appelons le paradoxe du grand-père inversé. Normalement, le paradoxe dit que si vous tuez votre grand-père avant la naissance de votre père, vous ne pouvez pas exister pour commettre cet acte. Mais l'inverse est aussi vrai. Si vous modifiez le passé pour créer un futur spécifique, votre action même rend ce futur improbable, car elle introduit des variables nouvelles dans l'équation. Victor le savait, je le voyais dans ses yeux. Il ne croyait pas vraiment en son propre plan. Quelque chose d'autre le motivait. Sophie s'était rapprochée imperceptiblement pendant notre échange. Je la vis sortir discrètement son paralyseur. Mais Victor était rapide. D'un geste fluide, il activa un bouclier paradoxal, une bulle d'énergie qui nous figea tous les deux pendant une fraction de seconde. Quand je repris conscience de mes mouvements, Victor avait disparu. Et l'alerte générale retentissait dans tout le sous-marin. Les événements s'accéléraient. Les grenades de profondeur se rapprochaient dangereusement. Le commandant Savitsky hurlait des ordres. L'équipage courait dans les coursives comme des fourmis affolées. Et quelque part dans ce chaos, Victor préparait son coup final. Je contactai Elena. Elle était en position près de la salle des torpilles, mais Marcus avait un problème. Le dispositif sur l'arme était protégé par un champ quantique. Le neutraliser prendrait du temps que nous n'avions pas. Sophie et moi nous frayâmes un chemin vers le poste de commandement. Si nous ne pouvions pas empêcher le dispositif de fonctionner, nous devions au moins empêcher le lancement de la torpille. Et pour cela, nous avions besoin de Vassili Arkhipov. Le poste de commandement était un chaos organisé. Des hommes criaient des données de profondeur, des relevés de cap, des estimations de distance avec les navires américains. Au centre, le commandant Savitsky, un homme trapu aux yeux injectés de sang, consultait ses officiers, et à ses côtés, Arkhipov. Je l'observais à long moment. C'était un homme ordinaire, vraiment. Rien dans son apparence ne suggérait un héros, mais ses yeux, quand ils croisèrent les miens, me transmirent quelque chose, une détermination tranquille, une conscience aiguë du poids de chaque décision. Victor était là aussi, dans l'ombre, près de la console de navigation. Ses lèvres bougeaient imperceptiblement, et je vis plusieurs officiers autour de lui avoir des gestes étranges, mécaniques. Il activait son conditionnement neurologique. Je devais agir vite. Mais comment neutraliser Victor, sans provoquer une panique qui pourrait elle-même précipiter la catastrophe? Sophie eut l'idée. Elle s'approcha d'un panneau électrique et discrètement provoqua un court-circuit. Les lumières du poste de commandement vacillèrent. Pendant quelques secondes, l'obscurité régna. C'était suffisant. Dans la confusion, je me glissai vers Victor et lui injectai un neutralisant neuronal, une aiguille minuscule cachée dans ma manche. Il s'effondra sans un bruit. Les officiers qu'il manipulait semblaient reprendre leurs esprits, clignant des yeux comme s'ils se réveillaient d'un rêve. Quand les lumières revinrent, Savitsky hurla encore plus fort, exigeant des explications. Mais l'atmosphère avait changé. L'influence de Victor s'était dissipée. Les heures qui suivirent furent les plus intenses de ma vie. Le sous-marin remonta finalement comme l'histoire le prévoyait. Les destroyers américains lancèrent clair, lançant des grenades de signalisation. La température à bord devint insupportable. Les hommes s'évanouissaient à leur poste. Et puis vint le moment. Savitsky, épuisé à bout de nerfs, donna l'ordre de préparer la torpille nucléaire pour le lancement. L'officier politique restant, le vrai Mazlanikov que nous avions retrouvé assommé dans un recoin du navire, approuva la décision. 2 voix sur 3 pour déclencher l'apocalypse. Arkhipov se leva. Sa voix était calme, presque douce. Il dit non. Je l'observais depuis un coin de la pièce, retenant mon souffle. Les archives décrivaient ce moment comme un simple vote, un désaccord tactique, mais la réalité était bien plus intense. Arkhipov argumenta pendant des minutes qui semblèrent des heures. Il parla de la responsabilité qu'ils avaient envers leur famille, envers leurs concitoyens, envers l'humanité tout entière. Il rappela le cas 19, les hommes qui étaient morts dans ses bras, irradiés, agonisants. Il refusa de créer d'autres victimes. Savitsky hésita.
Maslenikov baissa les yeux, et finalement l'ordre de lancer la torpille ne fut jamais donné. Le sous-marin fit surface. La confrontation avec les Américains se dénoua pacifiquement. La crise des missiles de Cuba se résoudrait quelques jours plus tard par la diplomatie plutôt que par le feu nucléaire. Mais notre mission n'était pas terminée. Elena me contacta depuis la salle des torpilles. Marcus avait réussi à désactiver le dispositif, mais en l'examinant de plus près, il avait découvert quelque chose de troublant. L'appareil n'était pas simplement un accélérateur de décomposition. C'était aussi un enregistreur temporel. Il avait capté les signatures quantiques de notre équipe depuis notre arrivée. Quelqu'un saurait que nous étions intervenus. Quelqu'un pourrait nous traquer. Nous récupérâmes Victor, toujours inconscient, et nous préparâmes pour le retour. Mais avant de partir, je pris un moment pour observer une dernière fois le sous-marin B-59. Ces hommes épuisés, ces héros anonymes qui ne sauraient jamais à quel point ils avaient été proches de la fin. Et Arkhipov surtout. L'homme qui avait dit non. Le voyage de retour fut étrange. Victor se réveilla à mi-chemin, dans l'interstice quantique lui-même. C'est une expérience que peu de voyageurs connaissent, reprendre conscience entre les époques, flottant dans le non-temps. Il me parla. Sa voix était différente maintenant, moins assurée. Il me raconta la vérité sur sa mission. Il ne venait pas de 21 il venait de 21008. Ah. Il menait pas de 21008, et son objectif n'était pas de sauver un futur lointain. Il voulait sauver sa fille. Dans la ligne temporelle qu'il avait connue. Une ligne qui avait déjà été modifiée par d'autres interventions. Sa fille était morte lors d'un accident impliquant la technologie temporelle. Un accident qui ne se serait jamais produit si les voyages dans le temps n'avaient jamais été inventés. Et les voyages dans le temps n'auraient jamais été inventés si l'humanité avait été détruite en 1962. C'était sa logique tordue. Effacer l'avenir pour effacer sa propre douleur. Je comprenais. Je ne pouvais pas approuver, mais je comprenais. Le deuil d'un enfant est une blessure qui ne guérit jamais. Elena le savait. Victor le vivait. Nous émergeâmes dans notre présent. Ou plutôt, dans un présent légèrement différent. Les changements étaient subtils, imperceptibles, pour quiconque n'avait pas été là avant. Mais ils existaient. Victor fut remis à la division éthique pour évaluation. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Les procédures sont confidentielles, et je ne suis pas certain de vouloir savoir. Les jours qui suivirent furent étranges. Une période d'ajustement, de réconciliation avec une réalité que nous avions contribué à préserver. Sophie passa de longues heures dans les archives, vérifiant que l'histoire correspondait toujours à nos souvenirs. Marcus recalibra nos équipements, obsédé par les données qu'il avait collectées sur le dispositif de Victor. Elena, elle, resta silencieuse, enfermée dans ses quartiers. C'est Sophie qui m'alerta, une semaine après notre retour. Elle avait trouvé quelque chose dans les archives, quelque chose qui n'aurait pas dû exister. Une photographie, datée du 28 octobre 1962. La fin officielle de la crise des missiles. Sur cette photo, parmi les officiers soviétiques célébrant la résolution pacifique, il y avait un visage familier. Elena, plus jeune, différemment vêtue, mais indéniablement elle. Je ne comprenais pas. Elena n'avait jamais mentionné une mission précédente en 1962. Elle n'avait jamais été affectée à cette période. Nous la confrontâmes avec la photo. Son visage se décomposa, et elle nous raconta tout. Des années plus tôt, avant de diriger notre équipe, Elena avait participé à une mission non autorisée, une tentative désespérée de sauver son fils, effacée par un paradoxe temporel. Elle était retournée dans son propre passé, essayant de modifier les événements qui avaient conduit à sa perte. Elle avait échoué. Mais dans le processus, elle avait créé des ripples, des ondulations temporelles mineures qui s'étaient propagées à travers les décennies. L'une de ces ondulations l'avait conduite brièvement en 1962, dans un moment de confusion quantique. Elle y était restée quelques heures, assez longtemps pour être photographiée, puis elle avait été aspirée vers sa propre époque. C'était le secret qu'elle portait. La raison de sa culpabilité, de sa dureté. Elle avait violé les protocoles les plus fondamentaux du voyage temporel. Et cette violation avait peut-être indirectement attiré l'attention de Victor et d'autres sur la crise de Cuba comme point de vulnérabilité temporelle. Je réalisais alors quelque chose que la physique quantique suggère depuis longtemps. L'observateur et l'observé sont inséparables.
Nous ne pouvions pas étudier le temps sans l'affecter. Nous ne pouvions pas le préserver sans le modifier. C'est le principe de complémentarité de Niels Bohr appliqué à une échelle cosmique. Une particule peut être une onde ou un corpuscule selon la façon dont on l'observe. De même, le passé peut être fixe ou malléable selon la façon dont on interagit avec lui. Nos observations, nos présences, nos choix deviennent partie intégrante de l'histoire que nous essayons de protéger. Cette révélation ne changea pas notre mission. L'agence décida de ne pas poursuivre Elena. Son secret était désormais documenté, analysé, intégré dans notre compréhension des dynamiques temporelles. Elle restait notre commandante, mais quelque chose avait changé entre nous. Une transparence nouvelle, peut-être, ou simplement une acceptation mutuelle de nos failles. Marcus passa des semaines à étudier l'enregistreur temporel de Victor. Il en tira des conclusions fascinantes sur la nature du temps et de la causalité. Selon ses analyses, le temps n'était pas une dimension unique mais un réseau de probabilités interconnectées. Ce que nous appelions la ligne temporelle principale n'était qu'un chemin parmi des milliards d'autres, celui qui avait la plus grande cohérence quantique à un moment donné. Cette théorie rejoignait l'interprétation des vrais des mondes multiples. Chaque décision, chaque événement quantique, créait des branches parallèles. Mais contrairement à cette théorie classique, Marcus proposait que ces branches n'étaient pas entièrement séparées. Elles s'influençaient mutuellement à travers ce qu'il appelait la résonance causale. En termes simples, nos actions dans un monde pouvaient avoir des échos dans les mondes adjacents. Et parfois, ces échos pouvaient devenir assez forts pour fusionner les branches, créant des paradoxes. C'était une idée vertigineuse. Elle signifiait que chaque fois que nous intervenions dans le passé, nous ne changions pas seulement notre propre futur. Nous affections potentiellement une infinité de réalités parallèles. Cette responsabilité me pesait. Elle nous pesait à tous. Sophie quitta l'équipe quelques mois plus tard. Elle dit qu'elle avait besoin de temps pour elle, pour traiter tout ce qu'elle avait vécu. Je la comprenais. L'empathie qui faisait sa force était aussi son fardeau. Elle avait absorbé trop de souffrances, celle des marins du B-59, celle de Victor et de sa fille perdue, celle d'Elena et de son fil effacé. Nous restâmes en contact. Des messages occasionnels, des rencontres lors des anniversaires. Elle reprit ses recherches en histoire, dans une université loin des bureaux de l'agence. Elle publia des articles sur la guerre froide, des analyses qui bénéficiaient de sa connaissance intime de l'époque, sans jamais révéler sa source. Marcus fut promu à la division recherche. Ses travaux sur la résonance causale devinrent le fondement d'une nouvelle approche du voyage temporel, plus prudente, plus consciente des implications multidimensionnelles. Elena continua à diriger des équipes pendant encore quelques années, puis elle prit sa retraite. Je la vis pour la dernière fois lors d'une cérémonie de commémoration à l'agence. Elle avait vieilli, mais ses yeux étaient plus doux qu'avant. Elle me dit qu'elle avait fait la paix avec son passé. Pas oublié, jamais oublié, mais accepté. Et moi, j'écris ces lignes dans mon appartement de Lyon, comme je l'ai dit au début. Le soleil se couche sur la ville. Les lumières s'allument une à une dans les immeubles voisins. Des vies ordinaires, des moments ordinaires, préservés sans que personne ne sache combien il a fallu de sacrifices pour qu'ils existent. Je pense souvent à Arkhipov, l'homme qui a dit non. Il est mort en 1998, dans une relative obscurité. Peu de gens connaissent son nom. Peu de gens savent qu'il a sauvé le monde. Mais les conséquences de son courage se propagent encore aujourd'hui, à travers chaque enfant qui naît, chaque amour qui s'épanouit, chaque découverte qui éclaire notre compréhension de l'univers. C'est peut-être ça, la leçon ultime de mes années de service. Nous ne contrôlons pas vraiment le temps. Nous ne le préservons pas. Nous participons à son déploiement, comme des acteurs dans une pièce dont le script s'écrit en temps réel. Et chaque choix compte. Chaque non dit au bon moment peut sauver des milliards de vies. Chaque oui prononcé trop vite peut tout détruire. Le pouvoir temporel est le plus grand pouvoir imaginable. Et la responsabilité qui l'accompagne est écrasante. J'ai vu des collègues s'effondrer sous ce poids. J'ai vu des factions entières se corrompre, en croyant pouvoir améliorer l'humanité de force. La vérité est plus humble. Nous sommes gardiens, pas créateurs. Témoins, pas juges. Notre rôle est de permettre à l'histoire de se déployer avec le moins d'interférences possible, même quand cette histoire inclut des horreurs, des injustices, des tragédies. Car qui sommes-nous pour décider quel avenir est le meilleur? Qui sommes-nous pour effacer les choix de milliards d'êtres humains qui n'ont pas demandé notre intervention? Victor voulait sauver sa fille.
Helena voulait sauver son fils. Des motivations nobles, compréhensibles, humaines. Mais les chemins qu'ils ont choisis auraient causé des souffrances incalculables à d'autres. C'est le dilemme central du voyage temporel. Le bien des uns contre le bien des autres. Le présent contre l'avenir. L'amour contre la raison. Je n'ai pas de réponse définitive. Personne n'en a. Mais je sais une chose avec certitude. Tant que des gens comme Archipov existeront, des gens capables de dire non quand tout les pousse à dire oui, l'humanité trouvera son chemin. Notre rôle est de leur donner cette chance. Rien de plus, rien de moins. Je ferme ce journal avec un sentiment étrange. Pas de paix exactement, pas de résolution complète, plutôt une acceptation. Celle d'un homme qui a touché le tissu du temps et qui en est revenu, non pas inchangé, mais peut-être un peu plus sage. La nuit tombe sur Lyon. Demain sera un autre jour. Un autre présent préservé. Un autre moment dans cette danse infinie que nous appelons l'histoire. Je pose mon stylo, je respire, et je laisse le temps couler. Fin du journal de bord, agent temporel Gabriel Mercier, entrée 47 et finale. Les années ont passé depuis ces événements. Je n'écris plus régulièrement dans ce journal. Mais parfois, quand les souvenirs deviennent trop présents, je reprends ma plume. Cette nuit est l'une de ces nuits. J'ai appris aujourd'hui que l'agence avait détecté une nouvelle anomalie. Quelque part en 1986, près de Tchernobyl. Une autre catastrophe nucléaire. Une autre tentative de modification du passé. Je ne ferai pas partie de la mission. Mon temps d'agent actif est révolu. Mais je pense aux équipes qui iront, aux choix qu'elles devront faire, aux paradoxes qu'elles affronteront. Je pense aussi à ce que Marcus m'a dit lors de notre dernière conversation. La résonance causale fonctionne dans les deux sens. Nos actions passées continuent d'influencer le présent. Mais le présent, lui aussi, projette ses échos vers le passé. C'est une idée troublante. Elle suggère que le temps n'est pas une flèche mais une spirale, que chaque moment est connecté à tous les autres dans un réseau de causalité si complexe que notre esprit linéaire peine à le concevoir. Parfois, la nuit, je crois entendre des échos. Des voix venues d'autres époques, d'autres branches de la réalité. Des fragments de conversation que je n'ai jamais eus mais qui résonnent pourtant dans ma mémoire. Les physiciens appellent cela l'intrication quantique à grande échelle. Une théorie encore spéculative qui suggère que la conscience elle-même pourrait être intriquée avec d'autres consciences à travers le temps et l'espace. Si cette théorie est vraie, alors nous ne sommes jamais vraiment seuls. Chaque pensée, chaque émotion, chaque moment de clarté ou de confusion est partagé d'une certaine manière avec une infinité d'autres, nous-mêmes dans des réalités parallèles. C'est une idée réconfortante ou terrifiante, peut-être les deux. Je repense à Victor et à sa fille. Dans combien de réalités a-t-il réussi son plan? Dans combien d'autres a-t-il échoué comme dans la nôtre? Et sa fille, cet enfant qu'il voulait tant sauver, vit-elle quelque part dans une branche du multivers? Ces questions n'ont pas de réponse accessible, mais elles m'accompagnent comme des compagnons silencieux dans les heures sombres. Helena m'a envoyé une lettre récemment. Une vraie lettre, sur papier, une rareté à notre époque. Elle vit maintenant dans un petit village de Catalogne, près de la mer. Elle dit qu'elle a trouvé une forme de sérénité. Pas le bonheur exact qu'elle avait espéré, mais quelque chose de suffisant. Elle mentionne son fils dans cette lettre. Non pas avec le chagrin qui la caractérisait avant, mais avec une tendresse apaisée. Elle dit qu'elle a appris à le porter en elle comme un souvenir plutôt que comme une blessure, qu'il existe encore d'une certaine manière dans les traces qu'il a laissées, dans l'amour qu'elle lui porte toujours. Je crois que c'est la plus grande leçon que le voyage temporel m'ait enseignée. Les gens que nous perdons ne disparaissent pas vraiment. Ils persistent dans les effets qu'ils ont eus sur le monde, sur nous. Chaque interaction, même la plus brève, modifie la trame de la réalité. Et ces modifications perdurent, se propagent, créent de nouveaux motifs. Marcus appellerait ça la persistance informationnelle. L'idée que l'information ne peut jamais être véritablement détruite, même quand sa forme matérielle disparaît. Elle se transforme, se redistribue, mais elle existe toujours quelque part dans le tissu de l'univers. C'est peut-être pour cela que j'écris ce journal, pour créer une trace, pour m'assurer que ces événements, ces personnes, ces choix ne seront pas oubliés. Le soleil se lève maintenant sur Lyon. Une nouvelle journée commence. Des millions de personnes se réveillent, ignorant les dangers qu'ils ont évités. Les catastrophes qui ne se sont jamais produites grâce aux actions de quelques-uns. Et quelque part, dans une salle de contrôle de l'agence,
Une équipe se prépare pour Tchernobyl. De nouveaux héros anonymes, prêts à affronter le passé pour préserver l'avenir. Je leur souhaite bonne chance. Et je leur fais confiance. Car c'est la seule chose que je puisse faire maintenant. Faire confiance à la capacité humaine de choisir le bien, même quand le mal semble plus facile. Arkhipov a dit non. Peut-être que les nouveaux agents diront non aussi, au moment crucial. Et peut-être que l'humanité continuera ainsi, de non en non, à naviguer entre les catastrophes, à préserver sa fragile existence dans l'immensité du temps. C'est un espoir modeste, mais c'est le seul que j'ai. Je ferme définitivement ce journal, non pas parce que l'histoire est terminée, elle ne l'est jamais, mais parce qu'il est temps pour moi de vivre le présent au lieu de le consigner. Merci à vous qui lisez ces lignes. Que vous soyez de mon époque ou d'une autre, que vous existiez dans ma réalité ou dans une branche parallèle, vous êtes témoin maintenant, porteur de cette mémoire. Et tant que quelqu'un se souvient, rien n'est vraiment perdu. Merci d'avoir écouté mon histoire. Dites-moi en commentaire quel sujet vous souhaitez que l'on explore sur la chaîne. Abonnez-vous et à demain.